Bonjour, donc voici une vidéo qui est consacrée à quelques victoires de Boris Spassky lors des matchs des candidats de 1965. Donc c'est trois parties en une que je vais analyser, j'ai déjà fait plusieurs fois, je vais essayer d'aller relativement vite. Alors on va quand même parler de Spassky qui à ce moment-là s'est affirmé comme étant le numéro 2 mondial et peut-être même officieusement le meilleur joueur du monde. Du fait de ce parcours qu'il a mené, même si en 1966 il perd le championnat du monde contre Tigran Petrosian, il a plus perdu par manque d'expérience que par le jeu, quoi. Petrosian a eu quand même du mal à garder son titre, même si sur la fin c'était lui qui était plus fort, en tout cas qui avait fait la différence. Alors Spassky, en 1965, à 29 ans, si je ne me trompe pas, 28 ans, il est né en 1937, il a été un espoir précoce des échecs mondiaux, puisqu'il a été champion du monde junior, et en 1956, à l'âge de 19 ans, il est candidat au titre mondial. Il était devenu le plus jeune candidat jusqu'à ce que Bobby Fischer le détrône 3 ans plus tard. Mais Spassky a connu après des revers dans la course au championnat du monde et notamment dans la qualification au championnat du monde en 1958 et en 1961 ou dans les championnats du RSS qui étaient qualificatifs, qui étaient ce qu'on appelait les tournois zonaux également. Eh bien, il a perdu à chaque fois la dernière partie et il avait été éliminé à cause de ça. Et cela avait retardé son ascension vers le titre mondial, même si d'ailleurs dans d'autres tournois il avait obtenu des résultats tout à fait satisfaisants. Et Spassky avait perdu contre Tal dans une position gagnante, ou en tout cas largement supérieure, et contre Stein il était dans une position difficile, mais il avait abandonné une finale à l'ajournement qui était encore défendable, et où Stein avait avoué qu'il n'avait pas trouvé le gain. Donc Spassky, au début des années 60, est un peu dans cette catégorie des espoirs décevants ou déçus, mais en ayant changé d'entraîneur au début des années 60, il a remplacé Toulouge par Bandarevski, et bien il a retrouvé j'allais dire, une certaine vigueur, une certaine forme, et surtout une certaine confiance dans son jeu, puisqu'il était devenu champion du RSS en 1961, et il avait obtenu, il avait été vice-champion du RSS 2 ans plus tard. Il avait été battu par Kolmov en match de barrage. Et en 1964, lorsqu'il entame le cycle du championnat du monde, on sent quand même qu'il a franchi un cap, à tel point qu'il avait gagné le tournoi zonal soviétique, qui n'était à l'époque pas le championnat du RSS. Il avait gagné alors qu'il était mal parti. Et donc Spassky, dans ce cycle des candidats, démontre, et on va le voir dans ses parties, qu'au-delà du joueur complet qu'il était, c'est aussi quelqu'un qui a montré des nerfs d'acier et une résistance physique supérieure à ses adversaires. Et donc on va le voir au travers de ces trois parties. La première s'est disputée donc, le 23 avril 1965 à Riga. Il est opposé à Paul Keres, le grand malchanceux de l'histoire des échecs, peut-être le plus fort joueur de l'histoire qui n'ait pas été champion du monde. Paul Keres, dont c'est la dernière apparition dans un cycle des candidats. Et Spassky mène avant cette dernière partie par 5-4, puisque le match se joue en 10 parties. Et Keres a les blancs dans ce match. A noter que Spassky, dans ses cycles, a été mené plusieurs fois au score, mais il a su égaliser tout de suite et même prendre l'avantage et frapper finalement les grands coups, puisque contre Keres, mené au score, il a remporté 3 victoires de suite pour creuser un écart, même si Keres avait réduit cette avance. Et contre Tal, on verra, alors que le score est à égalité, eh bien, il a marqué 3 points de suite. Donc Keres a les blancs, et il doit absolument gagner, donc ce qu'on appelle en anglais un must-win. Il joue des 4, KI6, C4, G6, KIC3, Fou G7, E4, D6. Donc le choix de la défense est-indienne est un choix intéressant de la part de Spassky,
qui joue cette ouverture, mais dont ça n'est pas forcément la ligne principale. Spassky est un joueur qui a plus utilisé le gambit de dame ou la défense nimzo-indienne, sauf que la défense nimzo-indienne a été mise à mal dans la 8e partie, gagnée par Keres. Et Spassky ne joue pas le gambit de dame parce qu'il n'a pas envie de subir le jeu, le petit avantage adverse qui pourrait le mettre en difficulté. Et c'est peut-être une des leçons du passé, de ne pas trop subir la situation. Donc il choisit une variante agressive, il sait que de toute façon Keres ne peut pas jouer pour la nulle, et donc il compte un peu sur la tension de la position, aussi éventuellement sur le fait que Keres est âgé pour un joueur, il a 49 ans, et que évidemment à 49 ans on est moins performant qu'à 28 ans, comme les Spassky. Donc on a cette considération-là, et puis Spassky, avec cette confiance retrouvée, peut se permettre de jouer une telle ouverture dans un match aussi important, surtout que la seule chose qu'il craint, c'est d'avoir une prolongation. Keres joue F4, donc il joue l'attaque des 4 pions, vraiment l'une des variantes les plus agressives contre l'Est indienne. C5, D5, petit roc, cavalier F3, E6, fou E2, E prend, C prend. Donc on est dans l'attaque est-indienne, de l'attaque des 4 pions de l'Est indienne, qui est aussi possible d'atteindre par la défense Benoni. Et là, il y a plusieurs coups. Il y a fou G4, qui est peut-être le plus positionnel, le moins agressif. Il y a tour E8, évidemment aussi, qui est très agressif. Et puis, il y a le coup B5, qui peut avoir l'avantage, c'est de créer des simplifications dans certaines variantes, et donc d'arriver à la nulle. C'est un coup, il faut toujours faire attention quand vous avez les blancs, parce qu'il y a des finesses tactiques. Sur fou prend B5 par exemple, il y a cavalier prend E4, et sur cavalier E4, dame A5 échec. Si on joue cavalier C3, on échange, et on joue dame prend B5. Et là, vous avez un avantage noir parce que le roi blanc est exposé. Vous voyez, il ne peut pas roquer. Les blancs ont du mal à organiser leurs pièces. On voit que la tour en B1, par exemple, a du mal. Le pion F4 est bloqué. Les noirs peuvent se développer facilement. Ils peuvent viser, par exemple, aussi fou A6, par exemple, sur la diagonale. Et donc, là, on a quand même une situation qui est très favorable aux noirs. Et les blancs vont devoir cravacher un peu pour s'en sortir. Donc sur dame A5 échec, si on joue roi F2, dame prend B5, eh bien on est, après cavalier prend D6, dame B6, on préfère plutôt les noirs parce qu'on est dans une situation similaire, certes avec un pion de plus pour les blancs, mais un fou G7 qui est très puissant, qui gêne quand même le développement des pièces blanches, un roi qui peut être exposé, et des pièces noires qui peuvent aussi s'en prendre au pion D5. Voilà. Donc c'est surtout le fou G7 qui est important dans cette position. Donc en fait, B5 est un bon coup, et encore meilleur si on prend le pion. Keres évidemment connaissait ça, il joue E5, échange, cavalier G4, et là le coup principal c'est fou G5, dame B6, petit roc. Et on a des positions qui sont très compliquées. Mais Keres joue fou F4, qui a aussi sa logique. L'idée, c'est de défendre E5 et de soutenir les pions. Parce que Keres mise sur les pions centraux pour écraser les noirs. Spassky ne se démonte pas, il joue cavalier D7, donc il attaque E5. En sachant que le pion E5, j'allais dire, s'il reste en place, il est pris. Les blancs ne peuvent pas le défendre. Donc Keres l'avance. F prend E6, D prend E6. Et là, évidemment, on peut jouer cavalier B6. Mais bon, il faut voir ce que peut faire dame prend D8, tour prend D8, E7, tour E8, fou D6. C'est pas le genre de position qui est très agréable, même si les noirs, a priori, s'en sortent selon l'informatique. Mais enfin, c'est pas le genre de position qu'on aime. Mais Spassky joue un autre coup, c'est tour prend F4. En fait, Spassky est dans l'esprit du choix de la défense est-indienne, c'est-à-dire que comme Keres
doit gagner, bah, il va chercher à se compromettre pour déséquilibrer la position et il sacrifie la qualité. E prend D7 évidemment est une option, mais ça n'amènerait à rien. Je rappelle que Kérès doit gagner. Donc Kérès joue Dame D5, il menace l'échec à découverte, joue Roi H8 pour l'éventer, Dame prend A8, cavalier B6, Dame prend A7, Fou prend E6, petit roc, cavalier E3. Là, on est dans une position qui est très intéressante, qui est très dynamique, où les noirs ont une compensation pour la qualité. Il n'y a pas de pion de plus, mais on voit bien quand même que leurs pièces sont actives, elles sont coordonnées, elles jouent tout un rôle. Et avec ce cavalier E3 en particulier, qui est gênant parce qu'il bloque la case D1, parce que si les blancs pouvaient jouer tour D1, ça irait beaucoup mieux pour eux. Ce fou G7 qui vise la grande diagonale, donc, et le pion B2, et surtout il y a une menace, c'est B5, B4, qui peut être dangereuse. Et les blancs qui doivent essayer de réorganiser leurs pièces, surtout que ces pions B et C, effectivement, ils gênent également l'ordonnancement des pièces blanches, comme je viens de dire à l'instant. Et puis vous voyez que la dame en A7, alors évidemment c'est une case intéressante, mais elle est toute seule. Les tours, comme j'ai dit, ont du mal à trouver un positionnement. Donc on est dans une position où les noirs ont une compensation pour la qualité. C'est sûr que là, on verra le niveau des joueurs quand il s'agit de jouer avec une qualité. Alors le meilleur coup, enfin les deux meilleurs coups, c'était soit fou prend B5, avec l'idée tour F7, dame A5, cavalier prend, on rend le pion, tour prend, fou G4. Les noirs restent avec un pion de moins, mais en fait, encore une fois, ils ont la paire de fous et ce fou G7 qui est toujours très gênant. Et par exemple, sur fou C4, tour F8, sur tour F4, c'est pareil. Eh bien, on ne peut pas prendre en C5 parce qu'il y a fou prend et fou D4. Et si on joue fou E2, eh bien, fou prend, fou D4, échec, roi H1. Et les noirs peuvent continuer, par exemple, par cavalier C4, attaquant B2, avoir quand même pas mal de jeux pour le pion de moins. Avec les fous de couleur opposée, ils ont peut-être même des possibilités de créer un peu de danger contre le roi blanc. Donc là, et là, la position s'étant simplifiée, la tâche des noirs serait aussi facilitée pour faire nul. L'autre option, c'était évidemment de rendre la qualité. Voilà, il faut se débarrasser du cavalier E3. Voilà, par exemple, fou D4, cavalier tour prend, dame prend, roi H1, cavalier D5. Il va y avoir des échanges et on va aller vers la nulle. Alors, sachant que les blancs, même s'ils gagnent un pion, vont devoir faire très attention au mat du couloir. Mais Kérès, qui a beaucoup réfléchi, sait qu'il ne peut pas jouer ça parce que ses chances de gain seraient très faibles. Alors il joue tour F2. C'est pas un bon coup, mais c'est un coup nécessaire, encore une fois, quand on joue pour le gain à tout prix. B4. Alors là aussi, le coup, le meilleur était cavalier D1, mais après cavalier C2, tour C1, cavalier D4, on voit que les pièces noires dominent la position. C'est quand même pas joyeux. Kérès s'active, il joue cavalier B5, mais le problème de ce cavalier B5, c'est qu'il va falloir qu'il trouve une case ensuite, et il ne peut pas revenir en C3, en A3 à cause du pion B4. Spassky continue par tour F7, dame A5, dame B8. Voilà, en plus, là, dame B8 a l'avantage, c'est d'éviter la découverte, en tout cas de supprimer le clouage du cavalier D7 par rapport à la dame. La dame contrôle les cases A7 et C7. A7, ça empêche cavalier A7. Et le cavalier peut agir librement. Donc là, on voit que la position blanche se dégrade assez vite. Tour E1. Fou D5. Fou F1. Alors, à noter qu'on pouvait jouer cavalier G4. Et sur tour F2, F1, et bien là, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait tour prend F3. Et tour prend F3, eh bien, il y a mat. Tout simplement. Parce qu'il y a H2 qui est attaqué. Et c'est aussi l'un des intérêts de dame B8 et de cavalier G4, c'est qu'on vise H2. Et en jouant tour prend F3, on supprime la pièce qui défend H2. Mais sur
fou D3 au lieu de tour F1, on peut jouer fou D5. A noter que Spassky, pour l'instant, n'est pas intéressé par la reprise de la qualité. Son cavalier E3 vaut plus que des tours qui sont coincés. Alors, après fou D5, Keres joue fou F1, il attaque le cavalier. Et là, il aurait pu jouer également cavalier G4 avec l'idée tour E2. Alors là, on ne peut pas jouer tour prend F3 parce qu'il y a tour E8 échec. Donc on joue tour F8. Et sur tour F8, il y a la menace fou C4 également. Il y a le coup comme fou C4. Il y a cavalier C4. Il y a toujours fou prend F3 le cas échéant. Par exemple, si on joue dame à 7, il y a en plus une autre surprise, c'est fou D4 échec. Et on ne peut pas prendre le fou parce que si on prend avec le cavalier B, la dame est en prise. Si on prend avec le cavalier F, il y a mat en H2. Donc si on joue en H1, cavalier F2 échec. Alors évidemment, si on joue tour prend F2, fou prend F2, bah on rend la qualité, mais là c'est il n'y a plus de compensation pour une position qui est quand même mauvaise. Roi G1, dame prend, cavalier prend, fou prend, G prend, cavalier D3, roi H1, on prend, tour prend, fou prend B2, et les noirs ont un pion de plus dans cette finale avec des pions qui sont dangereux, notamment le pion C, le pion F3 qui est faible, et une position qui est clairement déprimante. Les fous de couleur opposée ne sont pas un facteur annulant si important que ça, peut-être même le contraire, étant donné que le fou B2 contrôle la case C1. Voilà, par exemple, tour E6, tour prend, sur tour prend B6, il y a tour F1 échec, fou G2, tour C6, on défend tout et on pousse en C4. Quoi. Ça va être évidemment la catastrophe pour les blancs. Mais Spassky joue cavalier prend F1, tour prend F1, cavalier C4, et voilà le cavalier, la dernière pièce qui n'était pas tellement d'action qui intervient, qui attaque la dame, dame A6, tour F6, dame A4, cavalier prend B2. Keres était en Zeitnote parce qu'il a beaucoup réfléchi pour trouver des solutions pour avoir la position la plus tendue possible, mais sa position s'écrase, hein, s'écroule même. Dame A5 était la meilleure suite, mais par exemple après tour F7, dame A6, fou C4, dame D6, tour F8, dame prend, tour prend, cavalier D6, fou prend, tour prend, C4. La finale est quand même très très mauvaise pour les blancs. Le pion, il y a un pion de plus déjà, et il y a un pion passé qui va avancer. Donc après dame C2, Keres joue des coups, même pas pour gagner, c'est pour éviter de tomber autant. Dame prend B5, là, il y a deux pièces pour la tour. Autant dire que là, c'est fini au niveau du rapport matériel. Hein, donc on continue comme ça. Et la position, évidemment, est perdue. Et après dame E3, eh bien, Keres n'a pas abandonné, il est tombé autant. Voilà, alors qu'il restait 10 minutes à Spassky. Et donc, voilà comment Spassky a repoussé les efforts désespérés de Paul Keres pour remporter cette partie. Deuxième partie maintenant, qui a été jouée lors des demi-finales des candidats. Donc c'est la partie qui s'est jouée le 4 juin 1965, toujours à Riga, entre Spassky et Geller. Alors là, contrairement aux autres matchs, Spassky n'a pas perdu de partie, mais il a dominé assez tranquillement, on va dire, ce match, par 3 victoires et 5 nuls. Donc il a gagné par 5 points et demi à 2 points et demi. Et là, il affronte Efim Geller, un habitué du tournoi des candidats, puisqu'il a été troisième du tournoi des candidats 1962. Il a participé au tournoi de 1953 et 1956. Donc, et d'ailleurs, dans des vidéos précédentes, j'avais parlé des parties de Geller, alors malheureux contre Vassili Smyslov. Alors, Geller venait d'éliminer donc justement Smyslov, en prenant sa revanche, et nous sommes à la 6e partie du match, parce qu'il a déjà gagné une partie, il mène donc 3-2, et là cette partie est en fait décisive parce qu'elle va tout simplement tuer la rencontre par le scénario, et d'une victoire qui a été décidée, j'allais dire, de manière très rapide. Donc Spassky a les blancs, il joue E4, Geller répond E5, on va arriver dans une partie espagnole, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, donc c'est espagnol, A6, fou A4, cavalier F6, petit roc, fou E7,
Tour 1, B5, fou B3, petit roc. Donc c'est la variante fermée, donc qui a commencé par fou E7, C3, D6. Spassky, lui, contre Tal, a expérimenté le gambit Marshall avec succès, au point de dégoûter Tal, on y reviendra. H3, donc là on est dans la position de base de la variante fermée, même si on peut jouer d'autres coups comme D3 ou D4. Et maintenant même dans la variante fermée, on joue plus C3, mais on joue A3 et cavalier C3 au plus haut niveau. Voilà, donc H3, l'idée c'est d'empêcher fou G4 pour pouvoir pousser D4. Alors là, il y a plein de suites possibles. Geller joue cavalier D7, une suite qu'il a souvent jouée. L'idée c'est de replacer le cavalier en B6, en fait de placer ses cavaliers de sorte que les noirs agissent à L-Dame avec un fou qui va en F6, qui va jouer le rôle de défenseur, mais qui va jouer aussi un rôle de pression sur la grande diagonale contre D4. Parce qu'évidemment, D4 arrive, cavalier B6, cavalier D2, fou F6, cavalier F1, tour E8. A noter que ce regroupement avait été joué par Karpov contre Kasparov lors du championnat du monde 1990. Donc là, les deux joueurs ont déjà joué cette position en match. Et dans la quatrième partie, Spassky avait joué cavalier E3, qui peut avoir les avantages de viser D5, F5 et G4, mais qui bouche l'horizon du fou en E3, et puis aussi qui, quand même, a un autre inconvénient, c'est que le pion E4 n'est plus défendu. Et Geller avait réussi à égaliser. Spassky joue cavalier F1, H2. Alors, le cavalier qui a joué les trois derniers coups, évidemment en H2 il ne va pas faire grand chose, il va rebondir en G4, donc ça peut être une des idées de cavalier E3, mais l'avantage c'est quand même que le pion E4 est défendu et que le fou C1 peut avoir également quand même son horizon qui s'ouvre. Alors ça peut avoir un petit intérêt. C prend D4, C prend D4, cavalier A5, fou C2, C5. Donc là les noirs ont quand même bien avancé dans leur plan. Mais bon, il retarde évidemment le développement des pièces blanches à l'aile-dame. La tour A1 joue pas, le fou C1 n'a pas joué. Donc c'est ça, mais aussi on a un potentiel blanc qui est quand même intéressant avec ce fou C2 hein, qui est braqué comme ça. Donc là, les noirs ont quand même dans leur plan à intégrer le fait qu'ils ont moins de pièces en défense pour le roc. Donc c'est une variante qui est ambitieuse. Spassky joue cavalier G4. Fou prend G4, H prend G4, C prend D4. Alors, 5 ans plus tard, lorsque les deux joueurs ont joué la même variante, c'était à Amsterdam, Geller a préféré prendre avec le fou, il y a eu la reprise, tour C8, et après Dame D1, cavalier C4, Geller avait réussi à annuler. Là, il joue C prend D4. Vous allez me dire, quelle est la différence? On va voir tout de suite la différence. Parce que Geller s'attendait sans doute à la reprise cavalier prend D4, sauf que Spassky joue un petit coup, C G5. G5, c'est un coup qui n'a l'air de rien, mais qui est souvent un coup gênant. Et d'ailleurs, il faut voir certaines parties de Bobby Fischer pour le montrer. L'idée de G5, c'est de chasser le fou de F6, et c'est de contrôler ses cases, et d'empêcher les pièces d'aller sur ces cases. Mais ça peut avoir aussi un intérêt, c'est que G5 avançant, la dame peut arriver en H5, ici. G4 ou H5, ça peut toujours être intéressant. Et puis les blancs peuvent jouer G3, roi G2, tour H1, pour attaquer à l'aile roi. Et avec le fou qui est là, ça peut être dangereux. Donc on a ici, alors j'enlève les flèches, on a ce petit coup qui peut poser problème. Et Geller, lui, ne voit pas la nuance. Alors il aurait pu jouer E5, fou E5, et après cavalier prend D4. Alors là, peut-être, la variante que j'ai citée tout à l'heure est un tantinet moins bonne, parce que sur fou prend, dame prend, tour C8, dame D1, cavalier C4, B3, cavalier E5, F4. Si les blancs peuvent ensuite continuer par fou B2 et avoir quand même des fous braqués sur le roi noir, c'est pas agréable du tout. Hein, c'est clair que là, la position elle est très très intéressante pour les blancs. Mais on n'est pas obligé en D4 de prendre. Hein. On peut jouer dame C7, on peut jouer G6, on peut jouer tour C8.
Le fou quand même est important. Et donc, évidemment, la ligne par exemple qu'avait choisi Geller en 70 est meilleure. Elle est peut-être meilleure, mais peut-être pas la meilleure. Geller joue un coup banal qu'on aurait été très nombreux à jouer, c'est fou E7. Voilà. Et l'idée de fou E7, c'est de jouer fou F8 et G6 fou G7. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sans doute, il attendait, cavalier prend D4, et puis fou F8. Et là, peut-être qu'on peut s'en sortir. Et c'est aussi, on peut prendre en G5. Un fou prend, dame prend, et bon, on peut jouer cavalier F5, mais on peut jouer G6. Alors attention, cavalier prend D6, il y a tour D8 qui peut être dangereux, mais on peut jouer tour E3, et attention, tour E3, c'est intéressant aussi. Mais Spassky lui trouve une autre suite qui est encore meilleure, c'est E5. Alors là, c'est évidemment déjà une première finesse que Geller rate, alors ça va peut-être troubler un peu, et puis là, il y a la deuxième qui arrive. Et E5, c'est un coup très fort parce que ça ouvre les lignes. Ça ouvre la diagonale du fou en C2, et sur D prend E5, il y a cavalier prend E5 qui permet au cavalier de viser F7, et si on joue G6, il y a cavalier G4 avec l'idée dame F3 et cavalier H6 par exemple, ou cavalier E5. Donc là, on a des trous sur les cases noires qui ont été créés par G6. Et ça peut être extrêmement dangereux pour les noirs. Donc là, évidemment, Geller a vu ça et il se dit, mais bon, je ne vais pas le jouer. De même, si G6 avait été joué, il y aurait eu E6 qui aurait pu poursuivre. F prend, tour prend, dame D7 qui prend D4. Ça n'est pas le genre de position qu'on aime jouer avec les noirs. Peut-être que les noirs peuvent s'en sortir, mais c'est pas quelque chose de très agréable. Geller lui joue fou F8. Et en fait, Geller, évidemment, il connaît les motifs. Il connaît le motif, mais il y a à connaître les motifs et il y a l'exécution pratique. Et évidemment, dans cette position, on pense toujours à fou prend H7. Est-ce que fou prend H7 est bon ou pas? C'est la question. Alors vous pouvez chercher vous-même, savoir si c'est fou prend H7 qui marche. Eh bien Spassky lui a répondu oui. Oui, ça marche. Fou prend H7, ça marche, mais évidemment, les thèmes habituels ne sont pas évidents, puisque la case G5 est bouchée. Alors évidemment, si on ne prend pas, il y a G6, F prend cavalier G5. Et là, là, on est dans une position qui est désespérée. Roi prend H7. Mais là, comment continuer? Dame D3, Dame C2, ouais, il peut y avoir G6. Et on n'avance pas. Mais Spassky a trouvé le coup intermédiaire qui a échappé à Geller, c'est G6. G6 échec, un coup qui a plusieurs avantages, et l'avantage principal étant de libérer la case G5 pour le cavalier. Alors sur F prend, cavalier G5, roi G8, dame F3, on va rebondir dans la position, hein, sauf que Geller a joué roi G8, on ne prend pas un F7, on joue cavalier G5, on menace quand même dame H5, donc il faut jouer F prend G6 et dame F3. Et là ensuite, on menace dame H3 et dame H7 mat dans cette position. Donc, on est dans une situation où les noirs ne peuvent pas s'en sortir, j'allais dire, par une défense normale. Si on joue dame E7, on joue E6, avec l'idée de jouer dame H3 après. C'est vraiment décisif. Si on joue fou E7, avec l'idée d'éliminer le cavalier G5, dame F7, échec, roi H8, cavalier E6, on menace mat en G7 et la dame en D8, donc autant dire qu'on gagne la dame. Donc en fait, le bilan qu'on peut faire dans cette situation, c'est que les noirs n'ont pas d'autre choix que de sacrifier la dame dans les moins mauvaises conditions possibles. Et c'est ce qui s'est passé. Les noirs ont deux pièces, deux cavaliers en l'occurrence, et deux pions pour la dame. Ça pourrait quasiment suffire à équilibrer le matériel, en sachant que quand vous avez un déséquilibre matériel, notamment dame contre pièce, c'est aussi la coordination des pièces qui fait la différence. Mais là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. On voit que les pièces noires, le cavalier B6 et le cavalier A5, ont du mal à revenir. On voit que la dame F3 empêche des retours sur les cases blanches. Alors oui, ça peut se faire, mais ça va prendre du temps et les blancs peuvent faire autre chose.
Voilà, les pions E5 et D4 ne peuvent pas vraiment avancer. Donc on est dans une position qui est techniquement perdue à ce niveau-là. Voilà, donc je vais aller assez vite. Tour AC1, tour A7, Dame D3, tour E6, F4, cavalier C4, F prend, cavalier prend, Dame prend D4. Donc déjà on récupère un pion. Tour D7, Dame E4, Fou E7, Fou E3. Il vaut peut-être mieux d'ailleurs souvent éviter peut-être d'échanger trop de matériel quand on a la dame comme ça, parce que ça peut aider la collaboration des pièces adverses. Mais il n'y a pas de règle absolue dans ça. Cavalier C4, tour D1, tour prend, cavalier prend B2, on rend un pion, mais c'est pas bien grave. On joue Dame D5, Roi F7, tour B1, cavalier C4, Fou F2, G5. C'est parce qu'il prend son temps. Les noirs, en fait, déjà sont bloqués par le clouage de la tour. Et le fait que le cavalier doit absolument défendre son homologue en E5, qu'on va renforcer la pression, et qu'on va jouer sur le zugzwang. On va voir comment Spassky arrive à ça. Tour 1, Fou F6, Roi H1. On évite des surprises. Cavalier B2. Là, c'est vraiment un coup d'attente. Les noirs, en fait, n'ont qu'une chose à faire, c'est ne pas bouger. Mais sauf qu'ils doivent jouer un coup. Tour E3, cavalier C4, tour E2, cavalier D6, Fou D4, cavalier C4, G4, voilà. Maintenant que tout s'est mis en place, G4. En sachant que le cavalier C4 ne peut pas jouer, parce qu'on perd une pièce, que le cavalier E5 ne peut pas jouer parce qu'on perd une pièce, que le fou ne peut pas jouer parce qu'on perd une pièce, il ne reste plus que le roi. Échec, Roi F7. Sur cavalier D6, on joue tour E1, Roi D7, Fou D4. Et là, eh bien, c'est le zugzwang, on perd une pièce. Sur cavalier C4, il y a Dame B7. Et ça rejoint la partie, tout simplement. Et après Roi F7, eh bien, Dame B7 échec, gagne. Pourquoi? Parce que après Dame B7, alors je vais le montrer, j'ai oublié de le faire, sur Roi G6, eh bien, on joue Dame C8. Et si la tour s'en va en C6, il y a Dame F5, Dame E6, Dame E8, je vais y arriver, Dame F5, ça ne marche pas. Roi H6 ou H7, ça ne change rien. Il y a maintenant H2. Et donc, si on joue autre chose, vous voyez comment on gagne du matériel, hein, c'est comme ça. Si on joue Fou E7, eh bien, on peut jouer. Si on joue Fou E7, eh bien, je vais retrouver. C'est Tour F2 qui gagne, hein, tout simplement. Et sur Tour F6, il y a Dame prend E7. Et si on joue en E8, il y a Dame C8, Fou F8, Fou D8 et Tour F8 mat. Si on va en G6, eh bien, on va tout simplement se faire mater par Dame E4, Roi H6 et Tour H2 mat. Vous voyez, tous ces motifs-là, voilà, fait que ça gagne. Hein. Si on joue Roi E8, eh bien, on joue Dame C8 échec, Roi F7 et Dame F8, Roi G6 et Dame G8, voilà. Et la tour, encore une fois, ne peut pas s'en aller parce qu'en C6, on revient à l'échec. Ici, Dame E4, Roi H6, Tour H2 mat. Tout ça, évidemment, est fait à l'ajournement. Hein, donc, vous voyez que le gain matériel est immédiat. Donc, voilà pour cette partie de Spassky. Donc, victoire en 44 coups, mais partie pliée 20 coups plus tôt et même voilà, dès le 21e coup. C'est presque une miniature. Et enfin, la troisième partie, qui est peut-être la plus connue des trois, c'est la partie entre Tal et Spassky, la 11e de la finale des candidats, jouée le 24 novembre 1965 à Tbilissi. C'est donc la 11e partie du match, et là, c'est une partie qui est décisive parce qu'elle a permis à Spassky de devenir candidat. Spassky, dans ce match, avait été mené, je crois, après la deuxième partie. Il avait perdu avec les Blancs, mais il avait battu Tal juste après, je crois, dans la troisième. Et après une série de nuls, eh bien, Tal avait complètement craqué.
perdant les 9e et 10e parties, alors que le score était de 4-4, il passait à 4-6. Et Tal, dans ce match qui est prévu en 12 parties, eh bien, il est mené donc 6-4, il doit gagner les 2 dernières parties pour obtenir une prolongation. Autant dire que Spassky avait les cartes en main. Et Tal se lance évidemment dans l'attaque, c'est pas ça qui lui fait peur. Et on va voir donc la dernière partie de ce match. E4, E5, cavalier F3, KC 6. Donc on revient dans la partie espagnole qu'on a évoquée avec Geller, fou B5 A6, fou A4 KF6, petit roc fou E7, tour 1 B5, fou B3, petit roc. Donc c'est la même ligne, sauf que après C3, qui avait été joué d'ailleurs par Tal, eh bien Spassky avait joué le Gambit Marshall. Il avait ressorti le Gambit Marshall, D5, E prend, cavalier prend, tour prend, C6, qui a démontré à la fois à cette époque, mais aujourd'hui plus encore, que les Noirs égalisaient. C'était vraiment très compliqué de prendre l'avantage dans des lignes qui étaient hyper étudiées. Et donc, ce gambit était devenu correct, hein, était réhabilité. Donc Tal a bien compris et il joue H3, il joue l'anti-Marshall. Notez que Kasparov n'a jamais aimé jouer le gambit Marshall avec les blancs. Donc, et on l'a vu dans son match contre Short où il avait justement joué des variantes, des anti-Marshall, c'est-à-dire il jouait tout sauf C3 au 8e coup. Fou B7, D3, D6. Là, on pourrait ressembler à des lignes qui se jouent aujourd'hui. Hein. C3, cavalier B8, cavalier D2, cavalier D7. C'est un regroupement que Spassky affectionne. C'est le regroupement dit de Breyer, en référence à la variante Breyer qui est jouée lorsque le pion est en D4 dans la variante fermée de l'espagnol. L'idée, c'est de profiter de la position fermée pour replacer le cavalier en D7, le fou en B7 pour libérer le pion C et donc pour mieux coordonner les pièces. Voilà. C'est évidemment plus facile à jouer lorsque le pion est en D3 parce qu'il n'y a pas la pression contre 5. Alors de son côté, Tal évite évidemment ces grandes lignes et il maintient la pression, il maintient l'intention sur l'échiquier. Voilà, donc les noirs égalisent plus facilement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien pour les blancs. Cavalier F1, cavalier C5, fou C2, tour E8, cavalier G3, fou F8. Alors c'est intéressant de savoir que les deux joueurs ont déjà joué cette position dans leur carrière avec les mêmes couleurs et qu'ils avaient gagné. En 1955, lors de l'interzonal, Spassky avait les noirs contre Medina Garcia qui avait joué cavalier H2. Et je crois qu'il avait joué D5 et il avait gagné la partie. Démontrant d'ailleurs qu'il faut faire attention lorsqu'on déporte trop ses pièces sur un côté à la réaction centrale. Et Tal contre Robach en 1963 au Mémorial Capablanca avait joué cavalier F5 et son adversaire avait joué D5. Il avait gagné, mais pas forcément à cause de l'ouverture. Donc Tal joue autre chose, et il joue B4, qui chasse le cavalier C5, qui est un coup engageant parce qu'évidemment, il peut créer des faiblesses, des tensions, surtout pour les noirs qui, on rappelle dans cette variante, tendance à vouloir attaquer à l'aile d'arme. Cavalier D7, alors on peut jouer cavalier E6, mais cavalier CD7 est très bon. Et là, on est aussi à un autre point, c'est savoir quel coup jouer. Alors, il y a plusieurs options. Il y a D4, qui est l'autre option. Tal pense que c'est peut-être un peu meilleur. C'est après qu'il dit que D4 est meilleur, mais évidemment, c'est aussi c'est autre chose. Voilà. Tal joue un coup qui est bien plus dans son esprit, c'est fou B3. Hein, l'idée, c'est de jouer cavalier G5 et de viser F7. Voilà, essayer de désorganiser les pièces noires. Spassky n'a pas peur et joue A5. Évidemment, dans ces conditions-là, il faut quand même il faut réagir. Hein. Voilà, Spassky a démontré ses nerfs contre Tal qui va attaquer comme un forcené. Il est certain qu'il faut avoir des nerfs, il faut avoir confiance en soi parce que vous savez que Tal peut déclencher la tempête n'importe quand. Et il faut quand même ne jamais oublier le contre-jeu, parce que si on joue passivement, Tal
peut vous châtier, surtout à cette époque où il avait retrouvé une certaine forme physique. Alors, par exemple, sur KG5, D5, E prend D5, A4, c'était bon pour les noirs, hein, parce que là, on chasse le fou de cette case en B3 pour laquelle il était revenu juste avant, et ensuite on ouvre le centre, et là, les blancs n'ont pas grand-chose. Donc A5, A3, A prend B4, C prend B4, évidemment, H6. Alors c'est un coup responsable, parce que la case F5, évidemment, est affaiblie par ce coup-là, puisque sur cavalier F5, on ne peut pas jouer G6, le pion H6 étant en prise. Mais il faut aussi quand même parer la menace cavalier G5. Et il faut empêcher fou G5. Parce que fou G5 permet de mieux contrôler pour les blancs à case D5, et le coup D5 est quand même un coup de réaction pour les noirs. Donc c'est un coup qui est intéressant. Alors là, on est à un moment critique. Les blancs auraient pu jouer fou B2, C5, tour C1, avec des chances équilibrées. Tal pense que D4 là était meilleur, mais il faut voir C5, avec une position très compliquée, où quand même les chances noires ne sont pas mauvaises. Et il joue un coup plus dans son esprit, c'est cavalier F5. C'est-à-dire, il prépare l'attaque, il veut ramener ses pièces à attaque contre le roi, Tal est dans son élément, et il passe à l'offensive, surtout que le fou noir étant en B7, il n'y a pas de risque qu'il y ait un fou prend F5 qui le décevrait. Spassky joue D5, il fait la réaction centrale, voilà, qui en plus bloque la diagonale du fou. Voilà. Là, ici, on aurait pu continuer par fou B2, qui était possible, mais Tal, lui, de toute façon, a décidé comment il attaquait, c'est cavalier F3, H4. Il veut utiliser la case F5, et là, on sent déjà qu'il y a un thème qui va se produire, c'est le sacrifice en H6 ou en G7. Avec l'idée, c'est de relayer le cavalier en F5 qui peut se sacrifier, ou qui va aller en H6, l'autre occupant la case F5. Là, il faut avoir des nerfs. Et Spassky avait dit dans ses commentaires qu'il n'était pas forcément très confiant. Mais Spassky n'était pas très confiant, mais il a suffisamment confiance en lui pour croire dans sa position et, j'allais dire, mettre la tension. C'est-à-dire, encore une fois, contre Tal, il ne faut pas subir le jeu. Il avait démontré dans ce match qu'avec le Gambit Marshall, eh bien, il avait réussi à maîtriser j'allais dire, les velléités de Tal. Et bien là, il en fait autant, il joue C5. Donc là, on est vraiment dans une position hyper tendue. Alors, il faut voir qu'aussi, avec cavalier A3, H4, il y avait un sacrifice de pion qui était proposé. Alors, sur D prend E4, là, l'ordinateur propose tour E3, avec l'idée de jouer tour G3, hein, fou D5, tour G3, roi H8, fou prend, cavalier prend, et là, D prend E4, cavalier F6, et là, après, cavalier prend, fou prend, cavalier F5, tour G8, fou prend H6, et ben, il y a quand même des chances pratiques pour les blancs de réussir l'attaque. Cavalier H3, c'est sacrifier un pion par fou prend B4, mais là, il faut voir quand même ce que donne tour E3. Alors, l'ordinateur pense que les noirs peuvent s'en sortent même, mais évidemment, contre un joueur comme Tal, et à l'époque, on n'est pas très confiant. Fou F8, tour G3, roi H7, et ça ressemble un peu à la partie, et j'allais dire, seul un ordinateur peut avoir la même confiance qu'un autre ordinateur avec tout ça. Et surtout, les lignes me paraissent quand même assez compliquées. Il faut calculer beaucoup de variantes, il faut avoir du sang-froid, il ne faut pas avoir peur. Et en fait, c'est le genre de position où Tal excellait et surtout Tal déstabilisait son adversaire. Donc après cavalier F3, H4, C5, c'est une très bonne réplique, aussi pour ces raisons-là. Donc Tal continue par tour E3, et là, C4, on ferme la diagonale du fou et on prépare le contre-jeu qui consiste à détruire le centre ou à pousser les pions, selon la réplique des blancs. Tour G3, évidemment, il y a H6 qui est menacé, donc on joue roi H7.
Spassky a expliqué, j'ai même pas cherché à savoir ce que va laisser prend B3, cavalier prend H6, roi H7, cavalier prend F7, parce que c'est exactement le genre de position que Tal affectionne. Donc voilà, c'est remarquable de voir aussi comment un joueur réfléchisse, parce qu'il n'a pas écrit de livre, beaucoup écrit de livres dans sa carrière, et avoir ses commentaires, c'est quand même très intéressant de la part de quelqu'un qui n'a pas été prolixe. Donc là, on est à un moment de tension. Et évidemment, Tal renforce son attaque, mais il lui manque quand même des pièces. Il lui manque le fou B3 qui est enfermé, la tour A1, le fou C1. Bon, évidemment, le fou C1 peut déjà être présent, mais il gêne un peu ses camarades. C'est pas évident alors que Spassky peut organiser la défense et qu'il est en train de préparer la contre-attaque avec ses pions qui avancent, qui menacent E4, qui menacent D3, qui menacent le fou, qui menacent d'avancer. Donc là, de toute façon, on est dans une situation où il n'y a pas de quartier. Et Tal joue fou C2, alors que fou A2 était meilleur, hein, voilà, parce que le fou, en fait, est plus efficace sur la diagonale A2 F7, il vise toujours le pion F7. Voilà. Et là, peut-être les noirs pouvaient jouer cavalier B6 ou prendre en E4 avant de jouer cavalier B6. En tout cas, fou A2 était meilleur, mais après fou C2, l'idée de Tal, c'est évidemment que le fou soit sur cette diagonale-là, mais sauf que ça ne sera pas le cas, ne serait-ce qu'après D4, qui ferme la diagonale. Et là, en plus, il y a les menaces, c'est soit C3, soit C prend D3, et le pion E4 qui saute. Donc là, de toute façon, les blancs ne peuvent plus faire marche arrière. Dame F3, tour A6, la tour qui vient en renfort de la 6e rangée. Et là, on peut voir des suites comme D prend, B prend, cavalier D prend, E prend, E5, D3, Dame prend B7, tour B6. L'attaque est stoppée. Voilà, il y a E5 qui saute. Le fou en C2 est enfermé. Voilà, ça saute. On a dit que le prochain coup de Tal n'était pas bon, c'est peut-être le meilleur, mais c'est le meilleur dans une position qui est déjà mauvaise. Tal décide de sacrifier, on l'attendait le sacrifice, hein, voilà, Spassky l'avait anticipé, tout le monde l'avait anticipé, la question c'est de savoir s'il est juste. G prend, cavalier F5, alors là évidemment c'est comment continuer, eh bien Spassky trouve la bonne défense, c'est Dame A8, on pouvait jouer éventuellement H5, Dame A8 avec l'idée de jouer C prend D3 et capturer E4. Et évidemment, si E4 saute, le cavalier F5 va sauter et là, il n'y a plus d'attaque. Donc là, Spassky a joué Dame A8. Tal sacrifie un deuxième cavalier, mais là, c'est provisoire. En fait, ça lui permet de gagner un pion. Dame F5, roi H8, fou prend H6, tour G8. Là, quand même, on voit que cette manœuvre a permis d'échanger des pièces et de ramener des pièces en défense, notamment la tour. Fou G5. Alors l'échange des tours, évidemment, n'est pas la bonne option. En tout cas, c'est vraiment pas ça qui arrange la situation. Hein. Encore une fois, lorsqu'on a le désavantage matériel, il vaut mieux éviter d'échanger les pièces. Dame E8. Voilà, ça permet de défendre E5, de jouer Dame E6. Voilà. Par contre, il faut faire attention à C prend D3, C prend D3, fou prend E4, et bien on joue fou prend F6, cavalier prend F6, fou prend E4. Sur cavalier prend E4, il y a mat en H5, dame prend E4, il y a tour prend G8, roi prend G8, dame C8 qui renverse la partie, puisque on va se retrouver avec une qualité de plus d'un seul coup. Donc Spassky joue dame E8, vous voyez qu'il faut toujours être précis. F4. Tal essaye de renforcer l'attaque avec l'infanterie, cavalier H5, fou H4, tour prend, fou prend. Là, à partir de ce moment-là, l'échange des tours, là, on est plus dans la phase technique, enfin la phase de concrétisation, tour F6, dame G4, tour G6, dame H4, E prend, dame prend, F6, fou C2, F2, C prend, fou prend, cavalier E5. Vous voyez comment les noirs repoussent maintenant l'adversaire, fou F1, cavalier G5. Petite menace sympa, cavalier H3, voire F3, roi H1, cavalier prend E4,
tour C1, cavalier prend F2, échec. Et après ce coup-là, eh bien, Tal abandonne. Parce qu'après, dame prend F2, il y a dame D7 ou tour H6 qui permettent de gagner. Voilà donc cette victoire. Une victoire pleine de sang-froid dans une attaque qui était quand même très dangereuse, mais qui a été bien maîtrisée par Spassky. Voilà. Donc c'était ces 3 vidéos. J'espère que ça n'a pas été trop long. Mais c'est vrai que l'analyse de 3 parties, si on analyse un petit peu, ça prend du temps. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Puis on se retrouve pour d'autres analyses.